Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Il a déposé une proposition de loi pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité. Le sénateur Max Brisson est l'invité du Grand JT aujourd'hui. Elle est une icône pour tant d'enfants au fil des générations. En deuxième partie de l'émission, focus sur la poupée Barbie. Vous allez voir que de nouvelles poupées, justement, viennent de sortir et elles s'adaptent à toutes les époques. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Cette semaine, elle reçoit Mélanie Page. Mais avant cela, place à l'actualité en bref avec Loïc Landreau. Bonjour Loïc. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. Un point sur la grève contre la réforme des retraites et une mobilisation en baisse ce mardi. Selon le ministère de l'Intérieur, 740 000 manifestants ont défilé hier partout en France. Plus de 2 millions selon les syndicats. On dira souvent que la vérité se situe entre les deux. C'est malgré tout un chiffre en baisse par rapport à jeudi dernier. Côté enseignants, le ministère de l'Éducation a fait état d'un taux général de grévistes de 8,37%. Vous découvrez là à l'écran les chiffres liés aux différents niveaux. Une mobilisation également en baisse constante qui, selon les syndicats, s'explique à la fois par le sacrifice financier que font les enseignants en étant absents et qui commencent vraiment à peser lourd dans la balance, mais aussi par leur volonté de ne pas plus pénaliser les élèves dans le déroulement d'une année scolaire qui est déjà bien mouvementée. Les syndicats qui ont annoncé une nouvelle journée d'action jeudi 6 avril prochain et de leur côté, les lycéens sont toujours vent debout contre cette réforme, Loïc. Toujours très mobilisés, d'autant que les épreuves de spécialité du bac sont passées et le grand oral n'aura lieu qu'en juin. Donc on peut dire qu'ils ont le temps, effectivement, et ils veulent frapper fort et aller encore plus loin. Hier sur BFM TV, Manès Nadel, qui est le responsable fédéral de la voie lycéenne, a affirmé qu'en plus du retrait de la réforme des retraites, les syndicats lycéens souhaitent la suppression pure et simple de Parcoursup, la suppression du nouveau bac mis en place en 2019 et ils ne veulent pas non plus du service national universel obligatoire comme il pourrait le devenir d'ici septembre 2024. Et ça tombe bien, puisque figurez-vous que ce midi, nos confrères de l'Opinion ont révélé que l'exécutif renonçait à rendre le SNU obligatoire. La décision aurait été prise la semaine dernière pour, je cite, ne pas jeter de l'huile sur le feu en pleine crise politique et sociale, notamment dans la jeunesse. Et justement, c'est pour expliquer sa démarche et son quotidien qu'Emmanuel Macron a accordé une interview au magazine PIF, sortie aujourd'hui. Et c'est à l'occasion des 75 ans de cette publication pour enfants, qui s'appelait auparavant PIF Gadget, que le président de la République a accepté de répondre aux questions de 15 écoliers et collégiens. L'interview a été réalisée le 20 février dernier, donc il ne fait pas de référence directe à la situation sociale actuelle. Pour autant, il affirme devoir composer avec beaucoup de frustration, notamment celle des réformes qui, je cite, ne vont pas assez vite. Il dit également vouloir s'en remettre au vote des citoyens en cas de crise majeure et apprécier particulièrement l'échange, la rencontre et essayer de comprendre ce qui fonctionne et ne fonctionne pas dans les grands choix qu'il prend pour notre pays. Un entretien qui est donc à retrouver dans PIF le mag sorti aujourd'hui. Sur un tout autre sujet, le ministère de l'Éducation nationale a publié aujourd'hui les indicateurs de valeur ajoutée des lycées, comme c'est le cas chaque année, mais aussi, et c'est une première, celle des collèges. Et effectivement, depuis ce matin, vous pouvez découvrir où se situe votre établissement dans un classement effectué ville par ville. Pour les lycées, comme vous le disiez, ça fait 30 ans que c'est déjà le cas, même si de nombreux proviseurs dénoncent régulièrement l'impact négatif de ce classement dans leur quotidien, que ce soit auprès des élèves, des parents, mais aussi des académies, des rectorats et des mairies. Et pour la première fois, donc, les collèges aussi ont été scrutés à la loupe. Parmi les critères retenus par le ministère, on peut citer le taux de réussite au brevet, le taux d'accès de la 6e à la 3e, l'origine sociale des élèves, le taux de filles et de garçons, le niveau scolaire à l'entrée en 6e, entre autres. Toutes ces informations sont compilées, sont analysées et elles permettent ensuite de définir l'apport concret, réel des établissements dans la réussite des élèves. Et tout au long de la journée, les observateurs ont dénoncé le fossé que cette étude a mis en lumière en termes de niveau et de performance, notamment entre le public et le privé. C'est à retrouver en accès libre et gratuit sur le site du ministère. Dans l'actualité également, la semaine de la presse à l'école, où l'art et la manière d'apprendre aux jeunes à s'informer. Et surtout à hiérarchiser les informations, les vérifier, distinguer les rumeurs de ce qui relève de la vérité du terrain, de la vérité d'une déclaration. C'est un immense chantier que de nombreux enseignants ont amorcé depuis lundi, bien épaulé par des intervenants extérieurs, journalistes et professionnels des médias. Pape Ndiaye, d'ailleurs, a officiellement annoncé qu'il souhaitait mettre en place au moins une fois par an du CM1 à la terminale des
des ateliers d'éducation à l'information. Et je vous propose d'écouter Cécile Dunouot, qui est professeure d'histoire dans l'Essonne. Elle était sur France Inter ce matin et elle évoquait les enjeux de cette éducation dans les écoles. Alors c'est un travail très clairement que le professeur ne peut pas faire seul. Il doit le faire d'abord dans le cadre d'un projet pédagogique qui associerait le ou la professeure documentaliste qui très souvent organise dans les établissements la semaine de la presse, qui justement va avoir cette capacité à montrer d'abord la diversité, les diverses thématiques, et à partir de là, montrer ce que c'est qu'un véritable journal sérieux, comment il se construit, ses objectifs, ce que c'est qu'une ligne éditoriale aussi, pour leur montrer qu'effectivement il y a une diversité, une pluralité d'opinions, parce que pour eux c'est pas forcément évident. Et on termine avec une situation qui a beaucoup fait réagir aujourd'hui. En Floride, une directrice d'école a été poussée à la démission pour avoir montré le David de Michel-Ange. La voici, cette sculpture en question, abritée au musée de Florence, que cette enseignante a donc montrée à ses élèves de 11 et 12 ans lors d'un cours sur la Renaissance. 3 parents d'élèves se sont alors plaints, affirmant que leurs enfants avaient été mis mal à l'aise par cette statue. Le conseil d'administration de l'établissement s'est immédiatement réuni et a suggéré à la directrice de l'école de démissionner sous peine de se faire renvoyer. Mais le problème, Loïc, c'est la nudité de la statue ? Oui, mais pas seulement, puisqu'en fait, le président du conseil des parents d'élèves de l'école de Floride, a dit que cette photo était montrée chaque année dans le cadre de ce programme-là. Donc c'est pas tant ça. Le souci majeur, c'est que les parents n'avaient pas été informés en amont par courrier, comme le prévoit habituellement la procédure quand il s'agit d'une œuvre de cet acabit-là. Et en Floride, en fait, il faut savoir que les droits des parents d'élèves prévalent sur tout, et même sur les enseignants et les directrices et directeurs d'école. Donc, la directrice en question et enseignante a admis une erreur, elle a démissionné, mais elle a reçu hier le soutien du musée de Florence, et elle a même été invitée par le maire de la ville pour venir visiter un petit peu les alentours et Florence. Voilà, c'est une maigre consolation, et c'est encore un exemple de choses un petit peu ubuesques comme ça qu'on peut voir d'ici. On se dit, bon, c'est peut-être un peu trop. Merci beaucoup Loïc. Max Brisson est l'invité du Grand JT aujourd'hui. C'est tout de suite. Bonjour Max Brisson. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes sénateur Les Républicains des Pyrénées-Atlantiques, agrégé d'histoire. Vous avez enseigné dans le second degré et aussi en cours préparatoire. Vous avez été inspecteur général. Vous connaissez donc bien les sensibilités qui traversent l'institution, tout le monde de l'éducation de manière générale. Ça tombe bien, nous sommes sur School TV, dans le Grand JT de l'éducation. En mars dernier, vous avez déposé, monsieur le sénateur, une proposition de loi pour une école de la liberté, de l'égalité des chances et de la laïcité. 3 grands thèmes, si vous voulez bien, qu'on va développer ensemble. Le premier, l'école de la liberté. Donc, je disais, cette proposition de loi elle sera disputée aussi peut-être d'ailleurs, en séance publique le 11 avril prochain. L'école de la liberté. Partons du constat. Que l'on soit de droite ou de gauche, on le voit clairement aujourd'hui, l'école de la République, si elle n'est pas en échec, est en grande difficulté. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez ? Oui, bien entendu. Je pense que ce constat aujourd'hui ne fait plus débat. L'école est en crise. Toutes les évaluations internationales ou nationales montrent une dégradation des résultats pour l'ensemble de nos élèves, pour ceux qui sont le plus en difficulté, mais aussi pour les meilleurs. Si on compare les résultats du décile le plus performant à tous les niveaux, il est moins performant qu'il ne l'était il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc il y a une dégradation globale et qui ne concerne pas que les élèves en difficulté, contrairement à parfois à ce que l'on dit. Aujourd'hui, face à cette situation, le discours dominant, c'est quoi ? Il manque de moyens. C'est pas la réalité. Le pays consacre 5,2% de son PIB à l'éducation. C'est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Autrement dit, nous consacrons beaucoup d'argent. 60 milliards, le budget de l'éducation nationale, avec des résultats qui ne cessent de se dégrader. Il faudrait mieux le répartir ? En tout cas, il faut s'interroger. On ne peut plus continuer de développer un effort supplémentaire du pays en faveur de l'éducation. On ne peut pas continuer à avoir de l'injonction de fonds dans le système sans réformer le système. Et pour l'instant, moi, ce que je constate, c'est que toutes les réformes sont parties du haut. Oui, elles ont été multiples, très nombreuses. Oui, c'est ça, parce qu'il y a eu beaucoup de réformes. À chaque ministre, sa réforme, toujours par le haut, toujours pilotée par le haut, et avec un échec final. Toutes ces réformes ont échoué, sinon le système aurait été refondé et aurait à nouveau
retrouver les chemins de la performance. Quand vous dites par le haut, pardon, monsieur le sénateur, mais quand vous dites par le haut, ça veut dire que vous voyez une situation qui est verticale et pas horizontale. Vous voulez dire que toutes ces réformes n'ont pas fonctionné parce que justement c'est vertical. Notre système est éminemment vertical. Alors, il y a une construction politique de l'école en France. L'école et la République ont été fondées de manière concomitante par un pouvoir central. C'est notre histoire, elle est belle. Mais aujourd'hui, elle est complètement déconnectée de la réalité de société qui, elle, est de plus en plus horizontale. Comment voulez-vous aujourd'hui piloter, manager un système avec 1 200 000 fonctionnaires? À part l'armée populaire chinoise, je pense qu'il n'y a aucune structure dans le monde, dans tous les pays d'Europe, dans toutes les grandes démocraties. Le système éducatif est profondément décentralisé. Parfois même, il n'a jamais été centralisé. Nous conservons un seul ministère de l'Éducation nationale, pourquoi pas, mais qui pilote tout. Et excusez-moi, la réforme voulue au 110 rue de Grenelle, dans le 7e arrondissement, quand elle arrive dans un collège, dans mon département, en vallée d'Aspe ou en vallée d'Ossau, eh bien, la perte d'énergie, la perte en ligne, elle a été considérable. Et en plus, on a une administration très centralisée, très verticale, qui multiplie les injonctions. Depuis 1973, beaucoup de textes disent qu'il faut donner de la liberté, de l'autonomie aux établissements. Mais la verticalité du système, l'inspection académique, le rectorat, le ministère, ne cesse d'insérer, de réduire cette autonomie, cette liberté, par des multitudes d'injonctions, de circulaires et de directives. Finalement, face à l'impuissance du ministère à se réformer, on a depuis quelques années une multiplication des circulaires, des injonctions, des directives. Autrefois, quand l'école fonctionnait bien, le ministre parlait rarement, il parlait haut, il donnait quelques cadres et le système fonctionnait. Aujourd'hui, le système est impuissant, et bien alors il multiplie les circulaires, les directives, les injonctions, et tout cela s'entasse, et tout cela finalement épuise. Oui, mais et les énergies épuisent. Ça, Max Brisson, on le sait et c'est valable dans tous les secteurs de la société française. L'administration, de manière générale, c'est très compliqué. Vous parlez des fonctionnaires il y a 5 minutes, c'est exactement la même chose. On sait très bien qu'on ne va pas réformer ça, ni demain, ni après-demain. Donc comment faire autrement ? Si on ne le réforme pas, le déclin va continuer. Restons sur l'école, parce que des ministères à 1 200 000 fonctionnaires... Oui. Il n'y en a pas beaucoup, et des ministères qui se sont beaucoup réformés, je pourrais vous en citer beaucoup. Aujourd'hui, quand vous regardez le panorama de l'État dans un département, certaines directions n'existent plus, c'était des fondements de la République. Il n'y a plus de direction départementale de l'équipement dans l'ensemble des départements de France, mais il y a toujours un inspecteur d'académie, comme sous la Troisième République. Excusez-moi, mais l'incapacité de l'éducation nationale à se réformer en profondeur, elle est beaucoup plus grande que beaucoup d'autres services de l'État. Alors, comment sortir de là ? Aller vers les établissements. Moi, ce que je crois, c'est qu'il faut repartir de la base. La réforme, il ne faut pas la piloter par le haut. La réforme, il faut la faire partir de l'établissement. On ne l'a jamais fait. Et si on tentait le coup, puisque c'est une réforme qui n'a jamais été faite, donner la liberté aux établissements pour qu'ils s'organisent comme ils le veulent. Ça a été fait dans un autre pays où le système public était extrêmement dégradé. C'était le Royaume-Uni. Pas par Margaret Thatcher, par Tony Blair, par un social-démocrate qui, avec les charter schools, a donné aux écoles qui le voulaient la liberté. Et comme ça a tellement bien marché, celles qui ne l'avaient pas prise à la première vague l'ont prise à la deuxième, puis à la troisième, puis la quatrième. Alors effectivement, c'est ce que vous proposez pour la France, en l'occurrence pour le système français. Est-ce que c'est une façon de dire aussi que, effectivement, la centralisation dont vous parlez à Paris, puisque vous parliez effectivement des Pyrénées Atlantiques chez vous, et que le trajet, effectivement, une décision qui part de Paris et qui arrive chez vous, par exemple, à Bayonne ou Saint-Jean-de-Luz, ne sera pas forcément la même et prise de la même manière. On en revient. Est-ce que cette centralisation, finalement, du pouvoir, du ministère de l'Éducation nationale, puisqu'on parle ainsi, est-ce qu'il faudrait peut-être la dispatcher et la revoir en plusieurs pôles de centralisation, ou est-ce que c'est aux directeurs d'établissement et donc aux établissements eux-mêmes de prendre en charge? Moi, ce que je préconise, c'est un contrat qui fixe quelques règles communes, un contrat, c'est deux parties. L'établissement, l'équipe pédagogique, avec son chef, et l'équipe pédagogique, et le recteur. Le recteur rappelle les quelques règles essentielles qui font l'éducation nationale. Sur le programme scolaire. Et pour le reste, sur les programmes, mais pas obligatoirement la mise en œuvre des programmes. On peut appliquer les programmes différemment. Il n'y a pas un collège, il n'y a pas un lycée, il n'y a pas une école qui se ressemble. Les territoires sont marqués par la diversité. Mais par contre, on est dans l'idée qu'il faut faire la même chose partout, au nom de l'égalité. Sauf que notre système centralisé
qui proclame l'égalité partout est un système qui produit de l'inégalité, qui produit de l'évitement. C'est un système aujourd'hui que beaucoup essayent d'éviter. Donc, excusez-moi, le discours sur l'égalité, s'il était marqué par des résultats, si notre système était plus performant en termes d'égalité, je ne serais pas là devant vous. Mais notre système proclame l'égalité et ne la fabrique pas. Moi, je propose qu'on donne la liberté parce que enseigner dans un collège de quartier difficile, dans un collège rural ou dans un collège de centre-ville, ce n'est pas la même chose. Donc il faut laisser les équipes pédagogiques s'adapter, il faut cultiver la différence pour aller vers l'égalité réelle, vers l'équité en tous les cas, pour donner à chaque école, à chaque collège sa chance. C'est une rupture. On a fait toujours le contraire. C'est contre-intuitif par rapport à notre tradition scolaire. Mais ce que je constate, c'est que depuis 30 ans, les réformes s'accumulent, les professeurs sont épuisés par ces réformes. Je leur dis, on arrête la réforme et on leur donne de la liberté. Et on leur donne la liberté par contrat. Qui dit contrat dit on se met bien d'accord, on affecte les moyens en fonction des objectifs et on évalue. Au bout de 5 ans, je sais que tout ça est inimaginable en matière d'éducation nationale. Ce que je dis là est très simple, il se fait partout ailleurs. Et si on le faisait aussi à l'éducation nationale? Mais alors, Max Brisson, si je vous suis, on fait un contrat. Pour faire un contrat, si je fais un contrat entre vous et moi, c'est que vous me faites confiance et que je vous fais confiance. Oui. Est-ce que le président de la République fait suffisamment confiance en les directeurs d'établissement? Alors, moi, je pense que le président de la République ne doit pas être très éloigné au fond de lui. Je ne suis pas un soutien. Ou alors le ministre de l'Éducation nationale. Je suis un sénateur de l'opposition, mais quand j'entends le président de la République, il parle beaucoup d'autonomie et de liberté, et je pense que le ministre de l'Éducation nationale, qui est quand même peu bavard pour l'instant, que le ministre de l'Éducation nationale doit être sur la ligne du président de la République. Le problème, c'est le président de la République n'a pas une majorité aujourd'hui pour suivre cela. Et donc, qu'est-ce que fait le président de la République? Il parle d'autonomie, et quand il lance des actions, dans le cadre du Conseil national de la refondation, dans le cadre de l'école, faisons-la ensemble, dans le cadre de l'école du futur, il continue de piloter par le haut. C'est quand même extraordinaire dans ce pays. On crée l'autonomie, on parle d'autonomie et de liberté par le haut. On crée un mais fonds, comment pourrait-il faire autrement? Pardon, oui, mais je fais la plaie mais comment pourrait-il faire autrement pour dire on va vous laisser l'autonomie sans le dire? C'est impossible. Comment pourrait-il faire? C'est soutenir la proposition de loi que j'ai déposée au Sénat, qui par exemple propose de créer des établissements publics autonomes. Actuellement, l'enseignement privé, qui a plus de liberté, obtient un grand succès. Et face à cela, on dit « Ah, c'est honteux ». Mais vous savez, moi je suis un adepte de Victor Hugo. Je suis pour la liberté d'enseignement, mais à condition que l'école publique soit belle. Qu'on donne aussi à l'école publique les moyens de la réussite. Et donc aujourd'hui, moi je souhaite des établissements publics autonomes, qui aient une grande liberté d'organiser leur cycle, d'organiser la mise en œuvre des programmes, d'organiser le recrutement des élèves, d'organiser le recrutement des professeurs. Faisons-la sur la base du volontariat. Faisons une expérimentation dans chaque académie, fixons un certain nombre d'écoles et d'établissements qui diraient « chiche, j'y vais, je vais jouer la liberté sur un projet pédagogique particulier parce que je suis dans un territoire à grande ruralité, qui a un grand éloignement des centres culturels et que dans mon territoire, les besoins éducatifs sont ceux-là. Ils sont différents d'un lycée d'une grande ville qui a d'autres problématiques. Et donc à partir de là, on affecte des moyens et on laisse ensuite les moyens affectés, la liberté. Qu'est-ce qu'on fait depuis 1973? Le premier texte sur l'autonomie des établissements date de 1973. On affiche l'autonomie et la liberté, mais ensuite on multiplie les directives qui enserrent, qui limitent, qui réduisent cette liberté. On crée des usines à gaz. Actuellement, les contrats d'objectifs, les contrats d'accompagnement, les projets d'établissement, c'est une usine à gaz pilotée par le haut, avec les niveaux intermédiaires de l'éducation nationale, chacun y met sa patte, et résultat, les chefs d'établissement font du copier-coller. Le projet d'établissement, c'est une caricature. C'est des injonctions venues d'en haut, copier-coller, et on a tous les mêmes projets d'établissement. Vous pensez qu'il est normal que dans notre pays, tous les projets d'établissement se ressemblent? Vous pensez que le lycée Pasteur à Neuilly, c'est la même chose qu'un lycée à Aubervilliers? Vous pensez que les problématiques sont les mêmes? Et bien pourtant, les projets d'établissement doivent se ressembler. Là, vous parlez de forme, parce que dans le fond, on est d'accord que les programmes scolaires doivent être les mêmes, et finalement, l'enseignement égalitaire pour tous. L'enseignement doit viser à l'équité, l'égalité pour tous, en général, c'est un discours, une idéologie, mais ça débouche sur un système très inégalitaire. Actuellement, la théorie, c'est que tous les lycées sont les mêmes. La théorie, c'est que tous les professeurs ils font le même métier. La réalité, c'est que c'est très différent,
que les parents le comprennent. Quand vous regardez la stratégie des usagers, ils ont des stratégies d'évitement, ils ont des stratégies de mise en concurrence des établissements. Donc, on est dans de l'idéologie, dans du mythe. Et le mensonge le pire qui soit, c'est le mensonge qu'on fait à la jeunesse. Quand on fait croire que faire des études dans n'importe quel lycée, c'est la même chose, on trompe la jeunesse. Donc moi, je préférerais qu'on affiche des établissements qui ont une liberté de s'adapter à la réalité des territoires. Il y a des territoires enclavés, il y a des territoires marqués par la grande diversité dont d'origine. il faut sortir. Donc il faut proposer aussi un projet pour cela. La réponse de la gauche, parce qu'on est quand même sur une clivage gauche-droite. Mais c'est la vôtre qui m'intéresse. La réponse de la gauche, c'est qu'il faut faire de la mixité sociale. Ma réponse à moi, c'est que dans certains établissements, il y a des besoins éducatifs particuliers. Il faut y répondre, et il faut répondre sur du sur-mesure, établissement par établissement. C'est le directeur lui-même qui doit prendre cette responsabilité-là ? Et son équipe. Mais est-ce que c'est pas trop lourd à porter ? Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi d'être épaulé par l'éducation nationale, justement, qui donne une ligne directive ? Oui, mais on a toujours fait ça. Et la ligne directive par l'éducation nationale, c'est 50 circulaires qui vous disent vous ferez ceci, vous ferez cela, vous le ferez comme ça, vous remplirez tel protocole, vous multiplierez tel livret, que vous remplirez le temps du mois, puis vous ferez ensuite la 3e circulaire. L'éducation nationale sécrète de la circulaire qui enserre, qui enferme, qui réduit la liberté. Donc les besoins éducatifs particuliers, pour y répondre, on ne peut pas y répondre en répondant 50 injonctions. Chaque strate, chaque niveau a besoin de son enquête détaillée. Les chefs d'établissement croulent sur la paperasse. C'est un système bureaucratique. Je vous propose de rompre avec la bureaucratie. Mais je l'entends. Et vous avez été inspecteur général parmi tous les métiers que vous avez exercés. Donc vous savez aussi ce qu'est ce système dont vous parlez bureaucratique et qui protège éventuellement des dérives éventuelles. Quelles dérives ? Alors, quelles sont les dérives ? Est-ce que les dérives, c'est de créer des systèmes qui provoquent de l'inégalité et qui fait que les parcours de réussite ne sont pas les mêmes sur les territoires ? C'est déjà le cas, mais camouflé derrière un discours égalitaire. Quelles sont les dérives ? Que l'éducation ne soit plus nationale et que la République soit en danger ? Vous pensez que ce qui gangrène notre pays aujourd'hui, c'est l'absence de l'unité de la République ? Et puis je vais poser la question différemment. Tous les autres pays d'Europe seraient donc absurdes, idiots. Nous aurions le meilleur système, puisqu'il est unique, centralisé. Donc nous avons les meilleurs résultats. A priori, non, ça ne fonctionne pas. Nos évaluations en mathématiques ne se dégradent pas, vous êtes d'accord ? Nos élèves sont les meilleurs en mathématiques. Vous savez que les élèves venus d'Ukraine, lorsqu'il y a eu des réfugiés, avaient des résultats en mathématiques bien meilleurs que leurs camarades français. Vous ne pensez pas que ce simple constat devrait d'abord faire rougir de honte et nous dire ça ne marche plus. Je vais vous prendre un autre exemple. C'est déjà le cas, Max Brisson. Tout le monde en fait est alerté par la situation de l'école aujourd'hui. Toutes les personnes qu'on reçoit ici, politiques, humanistes, sociologues, sauf que tout le monde se pose la question. La différence avec moi, c'est qu'on continue avec le même système et on y met des moyens supplémentaires. Il y manque de moyens. C'est faux. Les moyens sont là. Et si on ne rompt pas avec un système centralisé, eh bien, je suis persuadé que dans 10 ans, on continuera de pleurer sur les résultats de notre école. Alors, votre projet, je le disais, c'est une proposition de loi donc, pour une école de la liberté. On en a parlé, la liberté, l'autonomie des établissements, de l'égalité des chances, on en parle et on va continuer d'en parler, et de la laïcité. Dernier point sur l'égalité des chances, parce qu'évidemment, le temps presse. L'égalité des chances, évidemment, un des moyens d'agir, c'est le budget. Le budget, vous nous avez dit, il y a de l'argent. Et pour autant, tout le monde crie au scandale par rapport à ça, puisque les professeurs sont aujourd'hui mal rémunérés, puisqu'aujourd'hui, il y a un réel problème, même si, effectivement, le salaire de départ, lorsqu'on commence à augmenter, et encore, ce n'est pas mis en place, mais il est déjà, a priori, déjà voté. Donc, est-ce que, réellement, on va pouvoir aller au-delà de ces problèmes financiers et budgétaires que rencontre l'éducation nationale et qui, pour la plupart des familles qui n'ont pas les moyens, il est compliqué toujours de pouvoir pratiquer des activités extrascolaires, d'avoir une vie pour l'égalité des chances, ma proposition de loi propose 3 choses. D'abord, un service du soutien scolaire, un service public du soutien scolaire pour éviter en effet que des officines soient réservées aux enfants des milieux les plus favorisés. La gauche devrait applaudir, je ne suis pas sûr que ce sera le cas. Et la droite applaudit ou pas ? Oui, toute la droite. La droite applaudit, c'était une proposition de la candidate que je soutenais aux élections présidentielles. Et ce service public du soutien scolaire, je propose qu'il s'appuie sur une réserve éducative. Il y a bien des anciens professeurs, des ingénieurs, des avocats qui auront envie d'apporter leur savoir et d'assurer ainsi le fonctionnement de ce service public du soutien scolaire. Mais j'ajoute un autre élément, me semble-t-il tout aussi important.
qui est le contrat de mission pour les professeurs. Actuellement, dans notre système, qui suit du bizutage des jeunes profs, on envoie les professeurs les moins bien payés, les plus mal formés, au moment où ils s'insèrent dans la vie, dans les établissements les plus difficiles. On se comporte avec eux de manière assez curieuse. C'est les soldats des tranchées de 1916 qu'on envoie au front et au casse-pipe. Moi, ce que je vous propose, c'est que par des contrats de mission, à un moment donné, un professeur volontaire ira travailler là où il va apporter son expertise. C'est déjà le cas, me direz-vous, dans le cas des réseaux d'éducation prioritaire, on est mieux payé, on a plus de points. Mais on ne sait pas, on sait quand on y rentre, on ne sait pas quand on y sort. Le contrat, il est limité dans le temps. Pendant 3 ans, tu vas servir la République, tu vas apporter ton expertise en grande ruralité ou dans un quartier difficile. Mais à la sortie, l'institution aura de la mémoire. Elle va avoir enfin une gestion des ressources humaines qui aura de la mémoire. Et de quelle manière ? Par exemple, tu souhaites rejoindre cette région qui est ta région d'origine, dans cette ville qui est ta ville d'origine. Si tu attends le barème, l'ancienneté, ça mettra 25 ans. Si tu vas servir là où la République a besoin de toi, ça pourra se faire au bout de 3 ans ou de 6 ans. C'est comme la mission du SNU finalement, c'est une mission citoyenne que vous proposez. C'est un contrat de mission qui fait que, parce que ça a été le cas dans le passé à l'Éducation nationale, quand on allait travailler à l'étranger, on revenait, on avait 600 points à la carte scolaire et on se retrouvait dans l'établissement où on voulait aller. Moi, ce que je propose, c'est que ceux qui, dans leur carrière, rompent avec la linéarité, rompent avec le salaire à l'ancienneté, rompent avec tout un dispositif qui ne repose que sur l'ancienneté. Dans 25 ans, mon ami, tu auras enfin le lycée que tu espères. Eh bien, je dis, moi je suis prêt à servir le pays, à servir l'éducation nationale, en allant dans un lycée difficile, dans un collège difficile, dans un quartier difficile. Je suis sûr qu'on y trouverait des professeurs prêts à y aller, sauf qu'actuellement on leur propose de rentrer dans le système. On ne sait jamais quand le système se termine. Si vous allez en éducation prioritaire aujourd'hui, vous êtes mieux payé, c'est vrai. Mais vous accumulez des points au barème, c'est vrai. Mais les conditions de sortie ne sont pas préparées. Moi, je vous propose que le contrat soit limité dans le temps. On aérera comme ça la carrière des enseignants. Ça vaut pour les quartiers difficiles, ça vaut aussi pour la grande ruralité, ça vaut en fait pour tous les territoires à besoins éducatifs particuliers, tous les territoires où actuellement il y a du turnover permanent, c'est-à-dire dans les endroits où il faudrait qu'on ait des systèmes stables, on a des professeurs, dès qu'ils sont nommés, ils ont envie d'en partir. Mais vous dites que c'est pour un temps, vous dites que c'est pour 3 ans, par exemple. Oui, mais par exemple, actuellement, dès que vous êtes nommé dans un lycée ou dans un collège qui ne vous plaît pas, dans un quartier difficile, qui soit en grande ruralité ou dans un quartier difficile, dès que vous êtes nommé, vous faites une demande de mutation. Là, vous seriez, par exemple, sur 3 ans ou sur 6 ans, avec un temps d'engagement. C'est le mot engagement qui me semble important dans le contrat. Et ça permettrait d'avoir des professeurs volontaires, restant plus longtemps, et qui auront de l'expertise. Et ça, pour lutter contre l'échec scolaire et pour l'égalité des chances dans certains territoires, ça serait, me semble-t-il, une bonne chose. Alors, autre point, parce que malheureusement, c'est la dernière question, on a plus de temps, mais la proposition de loi donc, pour l'école de la liberté, d'égalité des chances et de la laïcité. La laïcité, on en parle beaucoup. Et tous les jours, on pourrait rester 25 minutes à en parler ensemble. Davantage d'autonomie pour les établissements, c'est aussi donner la possibilité de s'adapter à des élèves et besoins en fonction des lieux où ils se trouvent. On parle des REP, on parle aussi des lieux où l'atteinte à la laïcité a été de plus en plus marquée, avec le port de signes religieux ostentatoires à l'école. Est-ce que c'est le rôle aussi de l'école de réguler cette situation par rapport à la laïcité en France? L'école, la République est laïque et l'école est laïque. Et il y a un lien, une construction politique depuis la Troisième République extrêmement parallèle. L'école et la République sont construites ensemble sous l'égide de la laïcité. Et il y a vraiment une construction politique très forte. Aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'école, la laïcité est plus exigeante. C'est par exemple le seul service public qui impose la stricte neutralité aux usagers du service public que sont les élèves. Vous pouvez rentrer dans une trésorerie avec un signe religieux ostensible. Le fonctionnaire, lui, a une neutralité imposée par les textes, mais pas l'usager. Par contre, à l'école, vous ne pouvez pas avoir de signe religieux ostensible. Donc vous voyez bien que depuis longtemps, à l'école, il y a une exigence supplémentaire de laïcité. Ce que propose le texte qui sera débattu au Sénat le 11 avril, c'est que cette exigence soit également le cas lorsque la classe sort de ses murs. Pour l'instant, ça vaut dans la salle de classe, mais ça ne vaut pas pour des sorties scolaires lorsque une classe maman visite voilée un qui musée. veut faire une sortie scolaire, comment on fait? À ce moment-là, si la loi est votée, cette maman voilée
Elle participe à la classe. Et la classe, c'est un lieu de neutralité absolue. Vous savez, moi, je suis un adepte de la très belle formule du ministre de l'Instruction publique, comme on disait à l'époque, du Front populaire, Jean Zay, qui disait que l'école doit être un asile inviolable où les querelles des hommes n'ont pas entré. Les querelles religieuses, les affirmations religieuses n'ont pas entré dans la salle... politique, syndicale, philosophique. Elles n'ont pas entré dans la salle de classe. Et la salle de classe, c'est la classe, mais la salle de classe aujourd'hui, c'est une activité extérieure. Voilà, c'est un supplément de laïcité, simplement. Rappelons-nous une chose, c'est que la laïcité à l'école, elle est plus exigeante. Parce qu'il y a ce lien historique entre la construction de la République laïque par l'école laïque. Ça nous renvoie à Jules Ferry. Merci beaucoup, Max Brisson, d'avoir été avec nous dans le Grand JT. On marque une courte pause, on se retrouve. Tous les matins, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous propose des clés de compréhension et des pistes d'action en matière d'éducation. Vous venez de le dire, on parle d'intégration. Là, aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est que l'inclusion se mette en place réellement. Parents, profs, élèves, élus, Patrice Boisfer vous donne la parole chaque jour dans le MAG pour aborder une thématique clé de l'éducation. L'idée, c'était de dire, vous pouvez le faire, c'est une volonté. Chaque jour, faites bouger le monde de l'éducation dans l'école du futur. Avec ses invités, Marjorie Paillon inspire vos enfants et les guide vers les métiers de demain. Le goût de l'effort qui est absolument nécessaire de développer chez un enfant, on peut le proposer avec un outil numérique. Tous les soirs dans le Grand JT, Virginie Guillaume débriefe de l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Et j'espère qu'un jour, on y arrivera le jour où on aura suffisamment un parcours de citoyenneté solide et qu'on aura donné aux jeunes de 16 ans la capacité de voter avec tous les outils dont ils ont besoin. Chaque semaine, Malika Ménard reçoit une personnalité qui se confie sur ses souvenirs d'écolier et sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. En réalité, ça va être des ordinateurs, des tablettes, du numérique. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir Delphine Sechon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la directrice marketing chez Mattel et vous représentez les fameuses Barbie. Oh, toute mon enfance, les Barbie. Dites-moi, vous avez joué avec bien sûr, évidemment. Oui, bien sûr. C'est comme ça que vous avez créé votre amour constitué, comment dire, mon imaginaire féminin. Votre femme. Oui, c'est voilà. ça. Non, mais on pense souvent que ce sont des jouets uniquement pour les filles, mais beaucoup de jeunes garçons de ma génération ont joué avec ça sans même se poser la question si c'était des jouets de filles ou pas. Moi, j'y ai joué parce que ça faisait des femmes pour mes soldats, mes G.I. Joe, pour votre Ken, mon Ken, les Action Man, etc. Donc, ça fait partie du patrimoine, même pour les garçons. Et mon Ken à moi. C'est un très bon enchaînement, justement, pour parler du non-genré, pour parler de l'inclusion, pour parler de tout ce qu'a fait Barbie depuis combien de temps maintenant en changement. Alors, bientôt 65 ans, puisqu'elle a été créée en 1959, et avec un grand virage qui a été pris à peu près dans les années 2016, où effectivement, là, on a commencé à diversifier beaucoup plus la marque, et notamment avec des morphologies différentes. On a à peu près aujourd'hui 5 types de morphologies et de nombreuses carnations de peau, des cheveux, des coupes de cheveux différentes, des textures, énormément de profils différents et de looks différents pour que chaque petite fille puisse vraiment s'identifier aujourd'hui à une poupée Barbie. Oui, parce qu'alors, on reprend la base de la base, effectivement, avec une société traditionnelle, mais à l'international, ce n'était pas que la France, où effectivement, la Barbie était donc plutôt très bien foutue, très bien foutue, très mince. C'était 70, blonde. 90 et tout voilà, ça. Voilà, blonde. Mais étrangement, moi, je me reconnaissais pourtant en elle. Oui. À l'époque, ça fonctionnait, tout déjà. À fait, mais elle a toujours été inspirante. Depuis sa création, l'objectif de Barbie, c'est vraiment d'inspirer les petites filles et vraiment de leur permettre d'atteindre tout ce qu'elles veulent et de se projeter dans tout ce qu'elles veulent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, il y a plus de 200 métiers sur Barbie. À son actif, il y a plus de 200 métiers. Ça permet vraiment aux petites filles de pouvoir s'imaginer. Et au-delà des métiers, on a vraiment voulu diversifier aussi l'apparence de Barbie pour qu'elle soit vraiment une représentation
représentation du monde réel. Aujourd'hui, on a des petites filles voilà, avec différentes morphologies, différentes couleurs de peau, différentes couleurs de cheveux. Et c'est vraiment l'idée que chaque petite fille puisse retrouver une poupée Barbie qui lui ressemble aujourd'hui. Alors, il y a le côté fond et forme. Il y a l'inspiration, effectivement, de la beauté, de toutes les morphologies que l'on voit, la peau, les cheveux, etc., de ce qu'elle dégage, effectivement, physiquement. Et puis aussi, ce qu'elle dégage en inspiration aussi intellectuelle, professionnelle, en engagement. Et on le voit, et là, c'est flagrant avec cette poupée. Samantha Cristoforetti. On peut en parler ? Bien sûr, on va en parler. Alors tout d'abord, juste pour vous donner un petit peu de la jeunesse de l'histoire, c'est qu'on se rend compte qu'à partir d'à peu près 5 ans aujourd'hui, et c'est des études qui ont été faites dans des universités américaines et notamment à New York, que les petites filles en fait ne croient plus forcément en leurs compétences et s'estiment en tout cas moins intelligentes et moins compétentes que les garçons. Donc aujourd'hui, on a vraiment monté un projet qui s'appelle le Dream Gap Project en anglais, qui est le plafond des rêves en français. L'idée, c'est de permettre aux petites filles de se projeter en allant à la rencontre de rôles modèles, donc ces femmes inspirantes qui ont vraiment réussi à faire des carrières et à réussir dans des carrières qui sont majoritairement aujourd'hui encore des carrières d'hommes finalement. Réservées aux hommes, voilà, bien sûr. Plutôt réservées aux hommes. Et du coup, on leur permet de rencontrer ces femmes-là, d'avoir des discussions avec ces femmes inspirantes pour pouvoir se rendre compte que tout est possible et qu'elles peuvent justement faire ce genre de métier. On a cette année eu un partenariat, enfin en 2022, un partenariat avec ESA. Donc l'agence spatiale européenne et notamment donc avec Samantha Cristoforetti qui est la seule en activité aujourd'hui au niveau européen qui a répondu à des questions de petites filles européennes qui se posaient des questions sur comment faire ce métier, quelle matière fallait faire à l'école et du coup ça leur permet d'avoir autour d'elles des femmes inspirantes et de se dire tout est possible et je peux y arriver également. Alors avec l'université de Cardiff, vous avez mené plusieurs études qui révèlent que jouer à la poupée favorise le développement des compétences sociales, ça on le savait quand même, et par extension l'empathie chez 24% des enfants. Je pensais même que c'était plus. Alors effectivement, l'université de Cardiff, on a eu une très belle association avec eux. On a fait des recherches avec des neuroscientifiques qui ont du coup observé toute la partie, le cerveau, toute l'activité cérébrale pendant que les enfants jouent avec la poupée. Et c'était hyper intéressant de se rendre compte qu'en fait, alors ils ont comparé avec d'autres jeux comme des tablettes ou d'autres bien évidemment, et de se rendre compte que les enfants en jouant à la poupée utilisaient énormément de mots sur l'émotion, les relations entre, en jouant en fait, finalement ils projettent leurs propres émotions sur les relations sociales. Et ça leur permet de développer des comportements vraiment et de leur sociabilité et l'empathie et on le revoit après dans les comportements dans leur vie quotidienne. Donc c'est hyper important et pour nous c'est vraiment important aussi de promouvoir ce message et c'est pour Barbie, c'est valable sur tous les jeux avec la poupée, bien évidemment, que c'est vraiment bénéfique aujourd'hui pour les enfants. Et, et même sur l'activité cérébrale de manière générale, quand ils commencent à faire parler leur Barbie et donc les mettre en situation. Ça permet, tout à fait. C'est aussi très positif parce que ça leur permet de développer aussi toute cette sensibilité et c'est encore une fois ces émotions en jouant avec leur poupée. Et comme en plus elles peuvent jouer avec des poupées avec plein de morphologies différentes et des poupées très inclusives, ça permet aussi de se rendre compte des différences qu'on peut rencontrer dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Alors les poupées inclusives, on en parle justement. Cette poupée qui est en situation de handicap, qui est sur un fauteuil, là on voit sur une chaise roulante. Est-ce que comment on interprète aussi toutes les jeunes filles qui ne le sont pas, mais qui ont tout simplement envie, d'être avec des poupées Barbie un peu différentes? Aujourd'hui, l'idée encore une fois de cette gamme, c'est aussi de montrer une réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, alors il y a des enfants ou des adultes d'ailleurs en fauteuil roulant. Vous avez aussi une poupée avec des protèges auditifs. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment d'avoir une représentation vraiment réelle de ce qui se passe dans le monde. Et l'évolution de Barbie à travers le temps, même si elle est intemporelle, c'est vraiment d'être de plus en plus le reflet aussi de ce qui se passe dans le monde. Et pour nous, c'est vraiment important de pouvoir permettre à toutes les petites filles et tous les petits garçons également de pouvoir s'identifier et de se reconnaître à travers Barbie. Justement, les petits garçons, on en parle à l'heure du non-genré, ou en tout cas de la question du genre qui se pose aujourd'hui souvent à l'école et dans la société. Est-ce que ces Barbies ont vocation tout d'un coup à leur avoir les cheveux très courts, à ne pas avoir de signes distinctifs qui permettent de genrer justement la poupée en question, mais de se dire, ou le poupée finalement, et de se dire, voilà, c'est un garçon ou une fille, peu importe, c'est pas finalement le genre qui compte, mais tout simplement le jouet. Est-ce qu'on va aller vers ça de plus en plus? Alors aujourd'hui, on a des gammes aussi bien avec des poupées, donc Barbie et autres, puisqu'il n'y a pas que Barbie dans la gamme, il y a aussi des Ken. On a des poupées qui ont des looks plus ou moins masculins. On peut avoir des poupées aussi avec des cheveux courts. Après, on n'a pas encore étendu la gamme sur du non-genré. En revanche, tout ce qui est
pour nous important aussi, c'est dans notre communication. Aujourd'hui, quand on parle d'enfants. Les études de l'université de Cardiff, par exemple, c'était aussi sur des enfants, c'était pas que sur des petites filles, puisque pour nous, c'est très important. Et vous le disiez tout à l'heure, même les garçons jouent avec Barbie, donc il faut qu'on puisse s'adresser aussi bien aux petites filles qu'aux petits garçons. Vous jouez avec les poupées quand vous étiez jeune? Je jouais effectivement avec les poupées. On voit donc une personnalité qui est là. Est-ce que vous avez des personnalités françaises qui vont devenir Barbie? Je sais pas, Marion Cotillard, par exemple. Quand on a commencé ce projet, donc ce projet a vu le jour il y a maintenant 5 ans. On a eu notamment en 2018 en rôle modèle une femme très inspirante aujourd'hui, c'est Hélène Darroze, donc une chef étoilée mondialement connue. On a eu aussi Amandine Henry, donc qui était capitaine de l'équipe de France. C'était hyper important aussi pour nous de montrer que dans des sports plutôt masculin, on a aussi des personnes inspirantes sur le marché français, enfin en France, et du coup nous sur le marché avec nos poupées. On a eu Léna Situation et il y y en aura encore d'autres. Ne mettez pas Elisabeth Borne, en ce moment ça va pas se vendre beaucoup. Je peux pas tout vous dire. Je présume pas, mais c'est pas le moment. Mais oui, d'accord. Mais alors si je rentre dans votre jeu, Sandrine Rousseau, ça pourrait fonctionner. Pourquoi pas? Je ne vous donnerai pas les pistes des Ou prochaines. Edith Cresson ou Simone Veil, pourquoi pas? Oui, des grandes femmes. Bien sûr, en femme inspirante, oui, bien sûr, entendu. Alors, je vois là ce petit gorille. Que fait-il là? Alors, ce petit gorille, il est avec donc la poupée Jeanne Goudal, que l'on a aussi eu en femme inspirante, qui est de l'année dernière. Il y a eu un partenariat aussi avec elle l'année dernière. C'est une grande femme, anthropologue. On a souhaité aussi lui rendre hommage avec une poupée dédiée. Donc voilà pourquoi vous l'avez aujourd'hui sur votre plateau. Quand vous offrez justement une poupée Barbie, en l'occurrence Jeanne Goudal, à un enfant, est-ce qu'il est important aussi qu'on puisse maintenant, grâce au relais des réseaux sociaux, puisse avoir l'histoire, en l'occurrence de Jeanne Goudal, ce que ça amène comme image, comme vidéo pour la pédagogie, pour la transmission de ces valeurs-là? Tout à fait, mais tout ce projet-là du plafond des rêves, de ces femmes inspirantes, est relayé sur nos différentes plateformes. On communique énormément dessus parce que pour nous, c'est important. Au-delà de la poupée, c'est d'avoir l'histoire. Vous le disiez, aujourd'hui, Samantha Cristoforetti, il faut qu'on explique aux enfants pourquoi c'est une femme inspirante, qu'est-ce qu'elle a réussi dans la vie à faire. Et pareil pour Jeanne Goudal. Donc c'est vraiment pour nous aussi très important. Sur les packaging aussi, vous avez les histoires des personnages. Donc on relaie bien évidemment toute la vie et en quoi elles sont si inspirantes. Bah oui, c'est ce que je vois, hein. À la fois pilote de chasse, ingénieur et astronaute au sein de l'Agence spatiale européenne, Samantha Cristoforetti est la preuve vivante que grâce à un travail acharné, il est possible de viser la Lune. Évidemment, la phrase a été recherchée, parce qu'elle est vraie, elle est tout à fait vraie. Ce que je veux dire, c'est que vous mettez en avant effectivement l'idée du travail, métier, bien sûr. Le métier. Tout à fait. Et puis l'inspiration et la volonté, finalement, quand on est comme ça créateur d'un des jouets les plus connus au monde, parce que bon, franchement, la poupée Barbie, on peut pas dire, on va pas tous les citer, mais enfin, il y a un film en plus qui arrive là très bientôt en salle, arrive au mois de juillet, avec Ryan Gosling et qui joue Barbie déjà, je ne sais Margot plus. Robbie. Margot Robbie, c'est ça, Margot Robbie. Donc ça va amplifier encore l'aura du personnage et de la marque. Complètement, mais aujourd'hui Barbie c'est bien plus qu'une poupée. Et finalement, pour nous c'est aujourd'hui une véritable franchise. On l'a sur les contenus, vous parlez du film, c'est tous ces rôles modèles aussi qui sont pour nous des icônes et qui relaient l'image de la marque. Donc ça va bien au-delà d'un Mais alors quand vous opérez cet changement, cette bifurcation effectivement avec l'inclusion, avec des poupées tout à fait différentes, avec des corps un peu plus différents, peut-être un peu moins parfaits si je puis dire, ou en tout cas différents tout simplement, et que vous voyez de l'autre côté, avec Instagram, les réseaux sociaux, des filles qui essaient de ressembler finalement à la poupée Barbie d'il y a 40 ans. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Mais aujourd'hui, je pense que la perfection, je pense qu'elle est propre à chacun, qu'on soit mince, grande, petite, je pense que tout le monde peut être parfait pour quelqu'un d'autre. Donc aujourd'hui, et pour soi-même surtout. Et pour soi-même. Donc nous, notre objectif, c'est encore une fois, c'est d'être le plus représentatif possible du monde qui nous entoure. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec la marque. En tout cas, c'est réussi. Bravo Delphine Sochon d'avoir été avec nous. Les voici, c'est Barbie. Je pense que ma fille serait folle de joie, elle qui fête ses 5 ans aujourd'hui. Franchement, je la vois avec Samantha Cristoforetti. C'est vrai que c'est génial. C'est l'évolution de ce temps. Bravo. Le jour où vous faites un Ken avec une bedaine et des grosses cuisses, vous me l'envoyez à la maison, je me le mets. Mais vous savez qu'on a plusieurs morphologies. Tentez-le, il y en a beaucoup qui, à mon avis, seraient OP. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Mais merci à vous. Merci. Allez, tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Si je te demande un souvenir d'écolier précis à me partager.
Celui qui te vient là comme ça, spontanément. Alors, en CP, j'adorais ma maîtresse qui s'appelait Sophie. Et je la trouvais tellement belle, elle avait des longs cheveux raides. Et je ne sais pas pourquoi, c'était l'heure de la récré et je suis remontée en classe. Je ne sais pas, j'avais oublié un truc. Et en fait, je l'ai vue à travers la porte entrouverte en train de se brosser les cheveux. Et je me suis dit, il ne faut pas qu'elle sache que je suis là en train de la regarder. Et je me suis planquée en train de la regarder, que pour moi, c'était réponse, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu la première image de... Mais sinon, j'en ai plein. J'ai eu une prof d'histoire géo géniale qui m'a changé ma vie, qui nous racontait les chouans. Ça, c'est la prof qui t'a marqué? Ouais, en seconde. Extraordinaire. C'est-à-dire, toutes les profs d'histoire géo devraient être comme ça, parce qu'elle nous racontait une histoire. C'était pas seulement l'histoire avec un grand H, c'était comme une histoire. Et elle nous intéressait vraiment à ce qu'elle nous disait. Et comme moi, je bossais pas à la maison, bah, c'était super que... Voilà. Toi, on sait, c'était tout en cours. Au moins, ouais, mais j'engrangeais tout dans tout ce qu'elle me racontait, quoi. Est-ce que tu avais une matière préférée? C'était plutôt des profs qui me faisaient aimer la matière. À chaque fois? Mais toi, tu n'avais pas une attirance particulière? Non, parce que j'aimais le théâtre. Quand j'avais une bonne prof de français, c'était le français. Quand j'avais la bonne prof d'histoire géo, c'était histoire géo. Alors, l'anglais, j'étais bilingue, ça aurait pu être mais en fait, j'aimais pas trop les cours d'anglais parce que, pour être honnête, en France, on a un petit problème avec les profs d'anglais. Non. Non, déjà parce que c'est des Français qui donnent des cours d'anglais. Il faudrait que ce soit des Anglais qui donnent des cours. Dans les écoles bilingues qui sont souvent privées, les profs d'anglais, c'est des Anglais ou des Américains. Et ça paraît un peu logique. Ou en tout cas des anglo-saxons, c'est-à-dire des gens comme moi, quoi, des gens qui ont... Ils avaient un accent très fort. Un accent, mais à couper au couteau. Ils faisaient des fautes. Alors moi, du coup... Tu les reprenais? Je les reprenais. Alors il y en a qui... On a compris le caractère. Il y en a qui aimaient bien, qui se disaient, ouais, je vais me la mettre dans la poche pour qu'on soit un peu un binôme et ça se passait bien. Et c'était plus intelligent, je pense, de réagir comme ça, parfois même qui me demandaient. Mais tu avais 20 sur 20, du coup, tout le temps? J'avais des bonnes notes. À part, en 6e. Donc, moi, je me disais, c'est bon, quoi, je suis bilingue. Donc, et en fait, premier contrôle en 6e, donc de la première année d'anglais à l'école, un contrôle sur toutes les différentes orthographes. Oui. Et moi, j'étais bilingue, mais en fait, j'avais pas appris à l'écrire, l'anglais. D'accord. Et j'avais pas du tout révisé en me disant... Tu l'écrivais jamais à la maison? Confiance, non. En fait, de temps en temps, je lisais un petit truc en anglais, mais très peu. Et donc, en fait, je me disais, ouais, je suis pas bonne de réviser. Et j'ai eu genre 10 sur 20, un enfer pour moi d'avoir dit... Oui, par rapport Oui, c'est normal. Et le prof m'a dit, comme quoi, on a beau être bilingue, il faut réviser. Et ça m'a tellement touché l'ego que je n'ai plus jamais pas révisé un contrôle. Et à partir de là, j'ai eu 19 ou 20 à tous mes contrôles de toute ma scolarité. Est-ce qu'il y avait une matière cauchemar? Non, pareil, c'était des profs. J'avais pas de matière cauchemar. Parce que les maths, j'étais plutôt bonne quand le prof était bon. Après, j'ai plongé avec un prof qui était très mauvais. Mais c'était pas un cauchemar, c'est juste que du coup, j'étais pas intéressée. Donc à chaque fois, le plaisir que tu avais d'aller étudier une matière était vraiment lié à la personne qui l'enseignait? Complètement. C'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui... C'est vrai? Ouais. Mais même dans la vie, je suis comme ça. C'est-à-dire que pour moi, j'adore mon travail parce que j'adore les gens avec qui je travaille et les gens que je vais rencontrer. Tu ne vas aller que dans un projet où tu aimes les gens qui t'entourent. Oui, ou alors en tout cas où je me dis, tiens, j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne, je la connais pas, mais elle m'intéresse. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Mélanie Page. À demain. Merci Malika, merci Mélanie. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Ce qui est frappant aussi chez les enseignants, c'est que, à la fois, ils scoltinent la question de la laïcité, comme Samuel Paty, mais ce qui les heurte, ce qui les bouleverse, j'allais presque dire encore plus, c'est idiot de mettre des dégradations là-dedans, mais enfin bref, c'est que c'était un enseignant qui essayait, qui y croyait, une espèce de double identification chez eux. C'est-à-dire, à la fois, il fait le boulot, mais il aimait son âme. Et même là... Oui, c'est en ça que je dis que c'est un traumatisme. C'est ça, hyper violent. Extrêmement violent. Parce que là, on a quelqu'un qui affronte cette difficulté, qui fait le job, c'est-à-dire, voilà, la liberté d'expression, comment on en parle, effectivement, on évoque les caricatures, comment on fait sur le terrain. Et ça, on voit bien que ça a laissé des traces violentes.
Et là, le fait d'y revenir 1 an plus tard, même un peu plus, parce que quand j'étais là, c'était un peu plus d'1 an, on voit bien que tout est resté quand même à vif sur cette question, et on n'a pas fini de remettre ça sur le tapis, d'en parler. Et moi, ce que je pense fondamental, là, j'ai vu dans cette classe qu'il pouvait y avoir débat, c'est-à-dire des élèves qui peuvent être scandalisés par des propos tenus par d'autres élèves. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine mixité sociale, parce que tout le monde ne pense pas la même chose dans cette classe. Encore une fois, l'importance de la mixité sociale, c'est le garant du débat. Si on regarde les chiffres de l'ADEME sur la mode en général, la mode éphémère, c'est ce qu'on appelle l'ultra fast fashion, c'est le 3e secteur le plus consommateur d'eau. C'est important puisque la journée mondiale de l'eau, c'était il y a quelques jours à peine. Responsable chaque année aussi de 2% des émissions globales de gaz à effet de serre, autant que le transport aérien international et le trafic maritime réunis. Yann, ça fait longtemps qu'on fait ces constats dans le secteur de la mode et de l'ultra fast fashion. C'est lassant de devoir toujours répondre à ces chiffres. Il y a une base qui est... Les marques françaises ont compris ce problème depuis maintenant des années. Les marques françaises sont devenues, pour la majorité d'entre elles, vraiment durables. Elles ont mis en place des actions, tant dans les matières. Le coton bio est justement utilisé depuis maintenant très longtemps. Dans la traçabilité, comprendre aussi d'où viennent les produits et comment on peut avoir une chaîne justement qui est la plus écologique possible. Dans l'information vis-à-vis de leurs consommateurs. Donc les marques françaises, justement, font le job. Après, on a un secteur qui, en fonction des statistiques, est parfois le 3e, là, justement, par exemple, sur la consommation d'eau. En soi, c'est le 7e secteur le plus polluant. Donc, il y a une véritable action à mettre en place. Et c'est là où, justement, l'ultra fast fashion, malgré tous les efforts que peuvent faire, justement, les marques françaises, est en train de déferler sur notre pays, est en train de déferler sur le monde. Et les quantités astronomiques, justement, qu'ils vendent, là, sont en train de tuer, justement, tout ce qu'on veut faire comme effort à côté. D'où le fait qu'il faut mettre en place des actions pour pouvoir éviter cette surconsommation, pour pouvoir éviter cette volonté d'acheter des produits qui sont avant tout des produits jetables, pour éviter qu'ils finissent soit sur la place du Ghana, soit, de toute façon, à polluer la planète. Comment on choisit son arme entre l'épée, le fleuret ou encore le sabre ? C'est vraiment 3 armes différentes, le sabre, le fleuret et l'épée. Moi, je suis passé à l'épée parce qu'au début, comme disait Jean-Michel, au tout début, on commence par le fleuret parce qu'on a les bases, on a toute la technique qu'on met en place. Et aussi, c'est plus léger. Le fleuret est plus léger. Ça, en termes de poids, il y a une vraie différence, ça, pour le maniement et pour la technique qui va avec, Il y a une vraie différence entre les 3 armes. Le fleuret est plus léger et c'est plus maniable. On peut plus vite s'amuser et on se sent un peu mieux, carrément. L'épée, c'est un peu plus lourd et c'est encore différent. C'est beaucoup de stratégie. C'est un sport beaucoup plus patient que le fleuret où on a l'impression que c'est plus du combat à la Zorro. Ça se rapproche plus du sabre. Mais du coup, moi, il a connu Zorro. Il a connu Zorro. La génération Zorro. Mais j'ai choisi mon arme parce que j'ai voulu copier aussi sur les plus grands. Moi, j'ai mon grand frère qui faisait de l'escrime avant. Lui faisait de l'épée aussi. Et du coup, je me suis plu à l'épée parce que on peut toucher partout. Donc, ça augmente les possibilités d'action. Et au final, il y a cette notion de réflexion quand même, de patience qu'on n'a pas forcément au fleuret où c'est un peu plus rapide, l'épée c'est un peu plus calme et même si c'est un peu contraire à mon caractère parce que je suis quelqu'un de très tonique avec un sacré tempérament. Agnès Varda qui commence pas sa carrière comme cinéaste, mais comme photographe. Exactement. Elle fait des études de cinéma et de photo, mais aussi d'histoire de l'art à l'école du Louvre. On est alors dans les années 50. La jeune Agnès a une vingtaine d'années. Et elle ouvre un laboratoire de photo avec une amie dans le 14e, rue Daguerre, et commence à vivre de son métier. Un lieu assez mythique aujourd'hui. Le cinéma la rattrape vite. 1954, premier long métrage, La Pointe Courte. Monté par Alain Resnais, qui est un des réalisateurs les plus connus de la Nouvelle Vague, le film est très remarqué. Le célèbre critique de cinéma André Bazin dit de lui qu'il est libre et pur et tout simplement miraculeux, pas mal pour un premier film. Et il s'inscrit donc aussi, lui, ce film, dans ce mouvement qu'on a appelé la Nouvelle Vague. Et donc, la carrière de cinéaste d'Agnès Varda est lancée à ce moment-là. Et oui, elle devient cette rencontre absolument décisive dans sa vie et dans leur vie d'ailleurs, la rencontre avec Jacques Demy. Oui, puisque c'était un couple au sens propre, ils étaient ensemble, mais aussi au figuré, c'était un couple de travail. Jacques Demy était également cinéaste, que l'on connaît pour avoir réalisé des chefs-d'œuvre. Et je dis pas ça parce que Les Demoiselles de Rochefort est mon film préféré de tous les temps. Donc vous allez nous chanter un extrait à la fin de cette chronique.
oui. Il y a aussi Podane, Les Parapluies de Cherbourg, Lola. Donc pour tous ces films, Agnès Varda accompagne Jacques Demy, mais elle incarne aussi une place de femme forte dans un milieu du cinéma très masculin. Elle n'était pas du tout juste la femme d'eux. Et dans ces années-là, elle assume des positions féministes, elle milite pour le droit des femmes, elle a fait ça toute sa vie. Absolument. Elle fait partie, par exemple, des 343 signataires de la Tribune dans le Nouvel Obs pour la légalisation de l'avortement. 343 salopes, elle se nommait ainsi elle-même. Tout à fait. Et tous ces films sont engagés d'une certaine manière. Il y a le féministe L'une chante, l'autre pas. Elle filme la crise de la quarantaine de Jane Birkin, par exemple, dans Jane B par Agnès V. On peut citer également de ses films les plus connus, Cléo de 5 à 7, sorti en 1962. Et puis c'est également une réalisatrice aux nombreuses récompenses. Elle en a eu plein. Elle reçoit le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 85. Elle reçoit un César d'honneur en 2001. C'est la première femme à recevoir une Palme d'Or à Cannes en 2015. Et puis suit un Oscar d'honneur en 2017, voilà, remis par Angelina Jolie. Jeanne, justement, vous êtes une spécialiste des chiffres et de la consommation de ces ados. Quand vous voyez, encore une fois, ces chiffres qui s'éternisent sur l'impact négatif sur la planète de la mode, est-ce que vous vous dites que ces ados, ils ont conscience, justement, de leur propre impact via la consommation d'ultra fast fashion ? Je pense que les ados, comme leurs parents, en fait, n'en ont pas vraiment conscience. C'est pour ça que c'est d'autant plus important en fait, de faire de la pédagogie auprès de cette cible, pour deux raisons. La première, c'est que déjà, ce sont les adolescents qui sont les premiers consommateurs de cette fast fashion. Aujourd'hui, ils ont des budgets qui sont limités. Ils ont un peu d'argent de poche tous les mois, mais ils n'ont pas des budgets énormes. Donc forcément, c'est eux les premiers qui vont se tourner vers ce type de mode. Donc c'est pour ça que c'est auprès d'eux qu'il faut faire le plus de pédagogie. Et en plus, c'est vraiment un investissement à long terme parce qu'en fait, c'est eux qui seront les consommateurs de demain. Donc si on veut se diriger vers une société qui est plus consciente de sa consommation et de sa consommation de mode en particulier, on a tout intérêt à éduquer les plus jeunes pour qu'à l'âge adulte, ils gardent ces bonnes habitudes. Ça révèle son caractère, justement, le sport, l'escrime, ça révèle, ça permet par exemple de quelqu'un qui est timide de vaincre sa timidité. Oui, tout à fait, ou de justement la vivre. Vivre sa timidité à travers son escrime. Et, toi, t'es quelqu'un de timide à la base, tu te souviens? Non, peut-être plus réservé, pas vraiment timide, puisque je m'exprimais, oui, peut-être plus réservé. D'accord. Et c'est vrai, c'est un moyen d'expression. C'est pour ça que je parlais de liberté, on peut exprimer ce qu'on a envie de faire sur la piste face à l'adversaire. On a notre propre identité et on peut mettre en place aussi ce qu'on a envie de faire. On n'est pas bloqué non plus par la convention, les conventions notamment qu'il y a sur le sabre ou fleuret, où on est obligé d'attaquer pour avoir la touche. Dans quelle mesure tu penses que ce sport t'a aidé à te construire en tant que citoyen, toi? Ça t'a apporté quoi dans la vie de tous les jours? Est-ce que tu as le temps de t'en rendre compte? Mon sport m'a construit entièrement. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma discipline sportive, autant les bons moments que les moins bons. J'ai eu la chance de me faire un groupe d'amis, trouver une deuxième famille, parce qu'au final, je suis parti très jeune de la Guadeloupe et je suis arrivé en France et il fallait se trouver aussi des amis, des personnes avec qui on vit cette passion, on vit des difficultés ensemble, on vit des bons moments ensemble. Donc je pense que tout ce que je suis là a été fait par l'escrime. Et ça t'a apporté quoi, tu penses, de la rigueur, plus de facilité pour te concentrer sur telle ou telle tâche? T'arrives à... Plus jeune, du coup, moi j'ai commencé l'escrime parce que j'étais hyperactif et mes parents voulaient me calmer. Ça t'a canalisé alors? Ça m'a canalisé déjà encore là, encore un de plus. Et au final, oui, bien sûr, ça me permet de... Voilà, par exemple, dans des situations... on a tellement l'habitude d'être confronté au stress, à la pression, que dans des situations problématiques, par exemple au travail, j'ai plus cette possibilité de prendre du recul, rester calme, d'être concentré sur mon objectif. Et en fait, à force à chaque fois de travailler sur des objectifs spécifiques, on prend cette habitude, je pense, voilà, il faut de la détermination, il faut de l'envie, il faut être capable de repartir au combat même quand ça a été difficile. Et je pense que ça m'a beaucoup apporté aussi sur le plan personnel. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 247 sur les Freebox et schooltv.com pour revoir toutes les émissions et en particulier Loïc Landreau. Voilà, je sais que vous aimez le voir à chaque fois. Ses chroniques, relire, revoir. Mais oui. Mais personne ne me dit rien à moi. Mais s'ils vous le disent, mais vous ne le voyez pas. Il y a trop de gens qui t'aiment, c'est ça? C'est ça, exactement. On aime aussi ceux qui participent à l'émission et en l'occurrence aujourd'hui à la réalisation Elisa Bernardo, au son Saïd Mamou, au maquillage Taï Sayad et à la rédaction Emma Guessel et Agathe Delannoy. Très belle soirée à tous. Ciao.